Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Aujourd'hui, je reçois François Dubois. Bonjour François. Bonjour Olivier, merci de me recevoir. Vous n'êtes pas, c'est pas la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir. Je précise pour nos téléspectateurs que vous êtes un ancien militaire de la gendarmerie nationale, officier de police judiciaire, instructeur et formateur de formateurs au sein des écoles de gendarmerie. Ensuite, vous avez fait de l'enseignement, disons, civil, et vous êtes vice-président de l'association Profession Gendarme, dont le site réalise plus de 10 millions de vues par an, ce qui est bien. Et vous êtes spécialisé dans l'analyse des méthodes de gouvernance et dans l'ingénierie sociale. Vous avez déjà publié un ouvrage, et vous venez d'en publier un, je le dis très sincèrement à nos téléspectateurs, il est sensationnel. Merci beaucoup. Le voici, c'est Captionem. Alors on va expliquer ce que veut dire Captionem, mais je vais apporter tout de suite un bémol au côté qui m'a plu, c'est que j'en suis sorti complètement glacé. Et je fais même cette expérience étrange, c'est que circulant dans les rues de Paris, avec vous mon cher pour venir ici, je me demandais si je n'étais pas encore dans le livre. Parce qu'il y a des aspects du livre qui sont déjà dans la réalité. Alors, c'est une captionem, c'est évidemment un terme latin qui veut dire enfermement, duperie, tromperie. Oui, c'est l'accusatif singulier de captio, d'où le mot captif d'ailleurs, qui veut dire piège, duperie, sophisme aussi. Capture, etc., etc. Bref, c'est une cité dans laquelle une jeune femme, traquée par on ne sait qui, arrive à franchir ce mur infranchissable et elle sera progressivement prise en main par un gendarme, entre guillemets, qui surveille le mur périphérique qui entoure cette cité de Captionem. Et ce gendarme finira par succomber au charme de la jeune femme dans une aventure extraordinaire. Parce que votre livre, je vais être un petit peu long, mais pour vous dire à nos téléspectateurs combien il m'a plu. Votre livre fait alterner un récit. Vous avez le sens du récit. Vous avez le sens de la formule aussi. C'est très bien écrit. Et il y a un côté aventure, il y a un côté analyse philosophique de nos sociétés, vers lequel nous allons. Il y a même des interruptions dans le récit, avec François Dubois qui dit voilà ce qui se passe. Puis, nous reprenons le récit. C'est tragique, très souvent c'est tragique. Il y a peu d'acteurs, finalement, il y en a une petite dizaine. Petite dizaine. Parfois, on bascule dans le polar, Alors justement, polar technologique. Voilà, il y a un moment, c'est très inspiré de mon parcours judiciaire. Voilà, c'est du roman policier. Ouais. Au moment où les coupables, les dissidents seront arrêtés, on voit bien votre expérience de gendarme. Là, avec le protocole est impeccable, et là aussi, il est glaçant. Le piège, c'est l'étau qui se referme, et la machine judiciaire qui se met en route. Et puis, alors, par-dessus tout, on cherche, évidemment, il y a une filiation. C'est Orwell, Big Brother, c'est Huxley, le meilleur des mondes, mais il n'y a pas Big Brother. Le moustachu, c'est une version 2.0 de 1984 ou du meilleur des mondes. Voilà. C'est-à-dire que j'y apporte toutes les composantes modernes en matière d'ingénierie sociale et surtout la plus-value technologique, ce qu'elle permet d'exercer en matière de contrôle totalisant. Voilà. Et là, on rentre dans une nouvelle ère de l'anticipation. Donc c'est carrément... c'est à la fois un roman qui est accessible à tous, pour tout lecteur. Alors attention, il y a quand même une violence. Alors, c'est parfois très violent. Oui. C'est parfois très violent, mais c'est parce que c'est aussi la réalité. On tue au nom de principes sanitaires. C'est une société Vigissan tue. Voilà. Vigissan, c'est tout un truc qui rentre dans la cité. S'il n'est pas reconnu par sa puce, il est tué, n'est-ce pas? Disons que la cité est supervisée par des assistances IA qui facilitent le travail de surveillance des hommes, effectivement, et qui sont quasi autonomes. Et Vigissan est une sous-traitante de l'IA générale qui s'appelle Trinité et qui récolte toutes les informations de toutes les IA dans tous les domaines, c'est-à-dire les informations économiques, les informations judiciaires, toutes les informations, et y compris les informations de consommation, etc. C'est la clé de voûte, l'information,
du totalitarisme tel qu'il est appliqué dans le livre. C'est-à-dire qu'ils ont les pleins pouvoirs parce qu'ils savent tout sur les individus et ils ont une emprise totale sur eux. Et donc Vigisan, effectivement, est chargé de s'assurer au nom du narratif sanitaire, de la bonne exécution des règles et surtout du maintien du narratif qui consiste à garder ces gens captifs dans cette ville. Captionem, voilà. Et pourquoi on les garde captifs? Parce que cette ville est elle-même un laboratoire qui sert justement d'étude dans l'application des méthodes d'ingénierie sociale et des dynamiques de groupe, donc l'étude des dynamiques de groupe, la méthode d'ingénierie sociale et les méthodes d'utilisation, dont on expérimente l'utilisation de la technologie dans cette société. Mais ça va au-delà de ça, parce que derrière, il y a aussi une vision métapolitique qui consiste à avoir bâti un monde qui s'est complètement émancipé du spirituel pour basculer dans un matérialisme total. Ce qui fait que quand vous évoquez ce rapport à la mort, il est aussi lié à l'évolution philosophique qui naît dans Captionem et de cette société matérialiste, finalement, qui a un rapport très rationnel, très rationnel à la mort, un rapport de gestionnaire, un rapport numérique. Voilà. Mais c'est l'ambiance actuelle. Hein. Oui. Et d'ailleurs, il y a même une IA qui, passé votre âge critique, votre seuil de productivité, vous envoie automatiquement un mail en fonction de l'évaluation qu'elle a fait de votre capacité à être encore productif pour la société ou non. En fonction de l'utilité que vous pouvez avoir à la société, elle vous envoie un mail pour savoir si vous voulez bénéficier d'une aide au suicide assisté dans ce système. Et tout ça, c'est légitimé par plein de narratifs qui rendent la chose à la fois légitime et crédible. C'est-à-dire que le lecteur, il dit « mais oui, mais ça pourrait passer en fait si on le présentait comme ça ». Et on est dans un contexte assez, finalement, où on maintient toujours les gens à la limite, on paupérise beaucoup, et donc il y a des gens qui voient ça comme un échappatoire. Tiens, je peux partir, l'État va me financer des funérailles dignes, etc. Je vais pouvoir partir correctement et sans souffrance. Voilà, donc on est dans l'expression paroxystique de l'évolution matérialiste de notre monde. Et par ailleurs, cette évolution matérialiste, parce que le matérialisme, c'est un concept qui réapparaît avec les modernes à la Renaissance, mais qui a été repris de l'Antiquité, matérialisme atomique, et qui contrebalance en fait tout le 1500 ans de régime catholique. Là, je parle pour la France. Mais, et d'ailleurs, dans les 10 personnages de votre roman, il y a un prêtre, Don Jean-Baptiste, qui est une belle figure spirituelle, qui fait partie des dissidents. Alors, la dissidence, dans votre roman, elle est tolérée marginalement ou alors complètement ghettoisée dans notamment le personnage de cet Africain, dont je suis en train d'oublier le nom, qui vit alors complètement dans nos banlieues, quoi. Il faut bien connaître ces noms. Il y a un personnage, qui s'appelle Omar, je crois, et qui vit dans nos cités, dans les cités de Captionem. Ils sont complètement marginalisés, ils sont en dehors du circuit. Oui, et ils ne sont pas décrits de façon angélique, d'ailleurs, bien au contraire. C'est un livre qui n'est pas binaire, c'est un livre qui apporte extrêmement de nuances et de subtilités. Effectivement, moi en fait je me suis inspiré de mon parcours au sein des mouvements d'opposition à ces modes de gouvernance actuels, au mondialisme. Et parce que j'emploierai pas le terme de résistance parce qu'il est un peu fort. Dissidence peut-être. Dissidence, mais voilà, je dirais en tout cas d'opposition d'idées, d'opposition idéologique. Et mon parcours m'a instruit pour écrire ce livre parce que j'ai compris la complexité de ce monde et à quel point aussi on pouvait dénoncer certaines communautés tout en les instrumentalisant. Tout comme on pouvait aussi soi-même faire partie d'une opposition et être aussi victime quelque part de contrôleurs d'opposition. Et le livre s'articule comme ça et fait découvrir des personnages au lecteur au fur et à mesure et d'ailleurs il s'articule
comme une partie d'échecs à un moment. Oui. Il y a des allusions aux échecs. Oui. Il y a un chapitre là-dessus. Et on voit que tous les jalons sont prépositionnés. On croit que la partie, d'ailleurs, est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, il y a des rebondissements. Mais c'est exactement comme une partie d'échecs, avec des gens qui ont parfois, dans le livre, plusieurs coups d'avance. Oui, oui. Et tout se calcule comme ça. Et pour en revenir effectivement à cette jeunesse des quartiers, dans le livre, on la laisse quelque part faire, c'est-à-dire s'émanciper du système en cassant les caméras, en trouvant des moyens biaisés pour détourner les puces intracutanées, etc. Donc il y a plein de... Et c'est pareil, tout est géré par les monnaies numériques des banques centrales, mais j'explique aussi les mécanismes par lesquels ils arrivent à les dévier pour continuer à faire du trafic de stupes sans être décelés. Et tout ça, c'est plus ou moins fait avec la connivence de la gouvernance parce qu'elle les instrumentalise aussi dans son objectif de division et de fragmentation sociétale. Donc c'est géré parfaitement comme il faut. On tape quand ça va trop loin et on laisse faire quand c'est utile. Mais alors les dissidents... C'est le lumpenprolétariat un peu de Marx et Engels. Exactement, c'est le lumpenprolétariat. Rapporté façon captionnelle. Mais c'est... Alors les dissidents qui sont à mi-chemin entre les officiels et puis ces marginaux, alors les dissidents sont tolérés, parfois pourchassés. Alors ils font du trafic, comme ils ne sont pas pucés, n'est-ce pas? Ils font du trafic certains sont pucés. Certains le sont, certains ne le sont pas. Voilà. Et ils font du trafic de bracelets alternatifs à la puce. Oui. Alors c'est un trafic, ça. Oui, qui est considéré comme une infraction. Et c'est criminel même. On trouve des alternatives aux puces intracutanées. Et comme on en trouvera toujours, de toute façon, à partir du moment où on crée des lois, on crée les contournements derrière. Et effectivement, il y a un système de bracelet qui permet d'ailleurs d'être paramétré et d'obtenir un peu, de faire en sorte d'émettre les renseignements qu'on souhaite émettre. Voilà. Mais c'est une infraction très très grave là-bas, forcément. Qui est punie de mort, en fait. Qui est punie de mort. Et si vous circulez en ville, bien sûr, alors des caméras balayent tout. On sait tout de vous, on sait où vous allez, chez qui vous allez. Exactement comme à Pékin actuellement. Voilà. C'est le contrôle social. Et alors, il y a ce que vous appelez le bilan. Le chiffre bilan. Le chiffre bilan, c'est... Alors c'est quoi? C'est de la monnaie? Eh bien justement, c'est ce qui se passe un petit peu avec la monnaie européenne d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a un déficit d'identification dans la monnaie petit à petit pour nous détacher quelque part de notre enracinement et de notre culture française. Et on a remplacé le franc par l'euro. Et d'ailleurs, on n'y met même plus de figures dans lesquelles on peut se reconnaître. Voilà, sur les billets actuellement. Mais on a des monuments. Oui, donc ça devient de plus en plus impersonnel. Et là, on pousse ce concept au bout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espèces. Il n'y a plus rien. C'est remplacé par les CBDC, bien sûr. Alors, et au-delà de ça, expliquez pour donc en français, ce ferait les monnaies numériques de Banque centrale, donc MNBC. Voilà. Et Madame von der Leyen est en train de préparer cette monnaie numérique, n'est-ce pas? De toute façon, tout ce qui est repris dans le livre, ce sont des projets qui sont plus ou moins annoncés, qui sont dans les tubes. Mais la particularité dans le livre, c'est que finalement, les gens ne se résument plus qu'à un chiffre, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus de nom à la monnaie. Ah oui. On a un chiffre, on parle d'un chiffre. Bilan chiffre. Voilà. Ouais, voilà. Chiffre bilan, on dit. Chiffre bilan, voilà. Moi, je suis à 100 000. On les augmente ou on les diminue en fonction de nos mérites ou en fonction de nos actions. Avec un système qui permet la facilitation, puisque pour désengorger les tribunaux, on a mis en place des systèmes d'automatisation qui permettent de sanctionner un grand panel d'infractions de façon instantanée. C'est-à-dire que si je traverse en dehors des passages cloutés, un peu comme ça se fait en Chine, je suis immédiatement sanctionné. Là, je suis sanctionné pour le coup au portefeuille immédiatement. Il y a même un exemple à un moment, je crois, un père qui met une gifle à son enfant parce qu'il vient de prendre l'amende parce qu'il a traversé et il est immédiatement convoqué par inapplication au tribunal pour être jugé par une IA. Il y a l'IA sanitaire, mais il y a l'IA juridique aussi. Il y a l'IA juridique. Il y a des juges qui vous jugent, puisque les dissidents vont passer en jugement parce que leur complot est éventé, en quelque sorte, et c'est un juge IA. Oui, alors il y a effectivement dans ce système, il y a la Trinité qui fait une évaluation de la personne et qui remet quelque part son réquisitoire à des juges humains, par contre, qui sont les juges qui valident. Donc,
sont des juges de validation, comme on les appelle dans le livre. Oui. Mais en réalité, ils font que suivre le verdict qui a déjà été annoncé par l'IA, puisqu'ils estiment que c'est le... De toute façon, c'est un système, et là je me suis inspiré de Klaus Schwab, d'une de ses dernières déclarations au World Economic Forum, qui va même jusqu'à déléguer le principe d'élection à l'IA. Et c'est-à-dire que Klaus Schwab avait suggéré qu'on pourrait organiser des élections et donc faire des choix de personnes susceptibles de gouverner en utilisant les IA, parce qu'elles seraient peut-être même mieux à même de savoir qui est plus capable de gouverner. Et j'explique dans le livre par quel mécanisme on a réussi à légitimer ça et à le faire passer. Et en réalité, c'est grâce à la collecte de renseignements totale qu'on parvient à ça. C'est-à-dire que l'IA a un regard sur toutes les interactions sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand moi je vais chercher quelque chose sur Internet, je laisse des cookies. Par exemple, je vais payer un billet de train plus cher parce que j'aurais déjà consulté une page de billets de train. Donc les algorithmes vont me proposer des prix plus élevés que quelqu'un qui consulte pour la première fois. J'ai fait l'expérience en plus. Vous avez fait, oui, moi aussi j'ai fait ça. Et ben là, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes d'ordre politique qui surveillent ce que disent les gens pour pouvoir justement légitimer les élections. C'est-à-dire qu'en fonction des taux d'audimat à la télé, des commentaires que vous mettez sur les réseaux sociaux. Donc de tous ces paramètres-là, on va évaluer ce que préfèrent les gens et on va leur annoncer qu'on leur propose le candidat le plus adapté à leur choix. Et en plus, c'est un phénomène qui a un cercle vicieux, puisque ça fait exploser du coup le taux de fréquentation des réseaux sociaux, et les gens se prennent au piège du virtuel et sont de plus en plus dans la... C'est un candidat cookie. C'est un candidat cookie en fonction de ce qu'on a pu voir de vos demandes. Bon. Mais alors, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que les explications en termes d'ingénierie sociale que vous nous donnez et qui sont dans le livre sont accompagnées d'une dimension romanesque qui est très attachante. Il y a une histoire d'amour, il y a des amitiés, il y a des inimitiés, il y a des personnages comme le personnage de Larsen, qui est le personnage central de la répression. Il y a Jude qui meurt à la fin, qui est finalement un fonctionnaire qui est en train de basculer dans la dissidence grâce à cette jeune femme. Il y a une histoire d'amour, donc, comme je le disais. C'est très charnel aussi, c'est très humain. Et c'était une volonté de ma part parce que j'ai voulu créer une œuvre, c'est-à-dire d'anticipation, qui soit à la hauteur des plus grandes. Dans l'analyse... je crois que vous y avez réussi. Dans l'analyse et la complexité du modèle qu'elle proposait, parce que là on n'a pas évoqué tous les autres pans religieux, tout ça. Mais et en même temps, j'ai voulu, chose qui est finalement peu faite dans ce type de roman, montrer quelles étaient les interactions des hommes dans un milieu comme ça. Parce que c'est très important. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, il y a certes l'ingénierie sociale, le côté politique et métapolitique, mais il y a l'humain. Et l'humain, ça a été quelque chose auquel on n'était pas préparé pendant le Covid. L'horizontalisation des conflits. Le fait d'avoir des gens qui se mettent à faire la police, etc. Et ces rapports, justement. Et le fait de se retrouver entre personnes qui résistent. Et tous ces rapports-là, ça crée toute une synergie qui est très intéressante aussi d'étudier. C'est une étude de cas presque. Il y a plein de personnalités très ciselées, justement. Alors, il y a une héroïne qui est très attachante, et évidemment, c'est Grace, qui est belle en plus, qui arrive à se réfugier à l'intérieur de Captionnem, ramassée dans une cave par ce fonctionnaire de police, qui finit par se convertir à la dissidence, en quelque sorte, grâce à l'amour qu'il porte à cette jeune femme. Les amitiés, je l'ai dit, avec des dissidents, semi-dissidents, des traîtres aussi. Philippe, figure du traître. Et on voit que c'est pas simple, d'ailleurs, pour le personnage de Jude qui assiste l'héroïne. On voit que c'est très difficile pour lui de s'extraire de toute la... En fait, tout le moule qui l'a formé, qui l'a construit.
C'est un travail énorme, parce que, et c'est ce que, là j'en reviens encore à l'épisode Covid, ça a été très difficile pour certains d'ouvrir les yeux et de réaliser qu'ils étaient dans une matrice et qu'il allait falloir la quitter, en fait, s'ils voulaient. Alors, c'est très, très compliqué. En vous lisant, je me suis souvenu d'une expérience que j'ai vécue en venant ici même faire une émission dans le TGV. Il se trouve que mon masque, à l'époque du masque, se trouvait sur ma moustache et non pas sur mon nez. Parce que je venais de boire sans doute une bouteille. Aussitôt, un contrôleur fond sur moi. Mais je me croyais dans le roman que vous venez d'écrire. Fond sur moi et me demande mes papiers et me menace d'une contravention de 135 €. Mmh. Je proteste, j'ouvre très grand ma gueule, pour parler vulgairement, et je vois ce wagon qui ne bouge pas. Mmh. Je vois même un mouvement légèrement descendant des nuques et des bustes, comme si les gens se tassaient. À ce moment-là, un officier en civil vient me voir et me dit « Obtempérez, parce qu'ils vont téléphoner à la gendarmerie ou à la police et qui vous attendra à la sortie du train. » Voilà ce que j'ai vécu. Bon. Alors, j'ai fait supprimer la contravention, peu importe la suite. Mais en vous lisant, je me suis remémoré cet épisode qui est réel. Parce que ce qui est très intéressant pour le lecteur, c'est qu'il va vivre de façon très immersive ce type d'expérience, voilà. Ouais. Mais il va aussi bénéficier de l'explication derrière de ces dynamiques de groupe. Voilà, à chaque fois vous avez une interruption pour faire une explication. Alors parfois c'est par le biais des échanges entre les personnages eux-mêmes. Oui. Parfois c'est la narration qui explique aussi, qui fait une pause et qui va expliquer par exemple le concept néocollectiviste. Cette dialectique un peu hégélienne d'un système qui produit une thèse, son antithèse pour aboutir à une synthèse. Effectivement, Captionnem, et c'est le piège principal de cette ville, c'est que c'est une ville qui, sous plein d'aspects, paraît complètement libertarienne, et en réalité c'est le totalitarisme dans son expression la plus paroxystique. Alors vous m'avez fait plaisir. Donc là, on a la thèse, on a vraiment l'antithèse, et ça aboutit à cette synthèse qu'est Captionnem. Voilà. Vous m'avez fait plaisir parce que là vous rejoignez d'une façon romancée la thèse que j'ai soutenue dans le livre que j'ai fait paraître il y a quelques mois, Les nouvelles routes de la servitude, et c'est sur le totalitarisme du XXIe siècle. Or, c'est celui-là que vous nous décrivez. Oui. Mais avec un style, avec une dimension, je dirais parfois, allégorique qui est magnifique. Permettez-moi de vous citer. Où Captionnel montre les dents. La cité va montrer les dents. Gloire à toi, Captionnel, insatiable Babylone des âges noirs, maîtresse des âmes, abreuvée de peur et de mensonges. Nous t'offrons nos vies dévotes et apathiques, et c'est par l'indifférence que nous te consacrons notre offrande. Louange aux ignorants et aux incrédules qui ont oblitéré leur conscience, car c'est par leur aveuglement que tu t'incarneras, et c'est par leur déni ton règne s'accomplira, que son règne s'accomplira. Alors ils te loueront, car ils t'auront enfanté. Ô sombre idole surgit des ténèbres, etc. C'est magnifique, c'est superbe. Alors ça, c'est un petit passage, voilà. C'est sur le début de chaque chapitre. Voilà. Il y a un petit passage écrit en italique qui est très lyrique. Voilà. Et alors celui-ci, c'est un point de bascule, effectivement, et qui s'intéresse surtout, qui accentue, qui marque la trame ésotérique qui se cache derrière. Et il est présenté comme une prière d'invocation satanique. Voilà. Clairement. Et c'est volontaire de ma part d'avoir écrit comme ça, parce que Captionnem est un monde d'inversion, d'inversion de valeurs. Et donc, derrière ça, on retrouve un petit peu on a une évaluation de la température du chapitre qui arrive. Oui. Donc après, on revient dans le concret, dans l'histoire. Oui. Et alors, il faut savoir, pour nos téléspectateurs, que, en fait, derrière le voile de votre analyse sur l'IA, sur le contrôle social, en réalité, c'est la réalité contemporaine que nous vivons, et nous la retrouvons tout le temps. Il y a la guerre en Ukraine, il y a le Covid, il y a toute une série de choses qui sont tout à fait contemporaines. Et donc, c'est ça qui est
réussi, si vous voulez. C'est que vous arrivez à nous faire comprendre que le monde de demain, c'est celui d'aujourd'hui. C'est celui que nous vivons déjà. Alors, évidemment, il n'y a pas le juge IA encore, il n'y a pas l'avocat IA. Sauf que là, on a installé tous les verrous. Et tout à l'heure, je parlais d'évolution matérialiste de la société, et ça va au-delà de ça, puisque finalement, j'avais parlé du matérialisme des modernes, après il y a eu le matérialisme dialectique de Marx, quelque part, qui a pour effet pervers de... Enfin, rappelons-le quand même d'avoir converti une énorme partie de la classe ouvrière de culture catholique à l'athéisme. Hein. Absolument. Et aujourd'hui, si on s'intéresse au matérialisme, les penseurs matérialistes sont en réalité les penseurs transhumanistes. Oui, bien sûr. C'est l'évolution. Si je parle de Russell, de Kurzweil ou de Nick Bostrom, par exemple, ce sont des penseurs transhumanistes. Et derrière le transhumanisme, il y a la condition post-humaine. Et il y a le fait d'être Dieu à la place de Dieu. Voilà. Donc, on revient à la Genèse. C'est le démiurge. Exactement. L'homme veut... c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez placé dans vos héros, dans la dizaine de héros, il n'y en a pas énormément, ce prêtre qui s'appelle Don Jean-Baptiste, et qui est une figure assez belle, assez admirable, surtout au moment de son procès, qui ne dit mot, qui se tait. Car pourquoi se tait-il, en fait? Je pense qu'il se tait comme Jésus s'est tu. Oui. Et pourquoi se tait-il aussi? Parce que ça ne vient pas de moi, déjà. Parce que quand j'ai écrit le livre, j'ai été voir un prêtre avec qui je m'entretiens régulièrement, en entretien privé, et je lui ai exposé la situation. Alors, il était très heureux qu'on puisse discuter ensemble, parce qu'il aime beaucoup qu'on discute. Et je lui ai dit, voilà, j'ai le livre, il se passe ça, qu'est-ce que vous feriez à la place de ce... Et c'est lui qui m'a dit ce qu'il ferait. Et moi, je me suis contenté de reproduire. Voilà. Avec bien entendu aussi des explications pour le lecteur, parce que avant sa réaction, le lecteur sait à qui il a affaire. Hein. Parce que ça se passe à la fin. Ça. Oui, bien sûr, c'est un dissident. Mais il sait à qui il a affaire, et tous ces points de vue, notamment la doctrine de Saint Paul, tout ça, sont des points de vue sur lesquels j'ai échangé en fait, avec ce prêtre qui est un expert en théologie et qui est particulièrement érudit. Et ça m'a permis justement de mettre de la profondeur à mon personnage et aussi de confronter la violence de cette société laïque et athée. Voilà. Il y a énormément de violence dans le livre. Il y a énormément. Cette société policée, organisée, contrôlée, est en fait d'une violence extrême. Hypersexualisée aussi, c'est important de le dire. Il y a une gay pride, en quelque sorte, qui est... Oui. Alors, c'est dans un style parfait. Alors là, c'est magnifique. Enfin, magnifique dans l'horreur. Ce défilé hypersexualisé... Et pourquoi ? Parce que la sexualité... est quelque chose qui, sur le plan politique, est très intersectionnel. Elle permet de s'attaquer à plein de pans différents politiques, que ce soit au niveau intergénérationnel, que ce soit sur le rapport qu'on a avec son corps, les déterminismes biologiques et la réalité. Il y a plein d'angles d'attaque dans la sexualité, et on peut même faire converger la sexualité avec d'autres narratifs qui sont parfaitement compatibles avec l'agenda 2030. Par exemple, il existe l'écosexualité. Oui, bien sûr. Les gens qui font des câlins aux arbres. Oui. Voilà, et à tout ça, il y a un lien. Il y a un lien politique qui est démontré dans le c'est ce qu'on appelle le sociétal. On a eu le régalien, on a eu le social, et maintenant on a le sociétal. C'est-à-dire que les politiques s'intéressent à nos mœurs, à nos conduites sexuelles. Et dans mon livre sur les nouvelles routes de la servitude, je cite Anders. Je ne me souviens plus de son nom, son prénom c'est Walter ou quelque chose comme ça. Walter Anders, Gunther Anders, montre que les totalitarismes du XXe siècle ont échoué par la contrainte extrême, alors qu'il suffit d'endormir les hommes, de leur assurer le narratif que vous évoquez, par justement la sexualité, ce que disait Solzhenitsyn, les miradors, asservissent moins que le lecteur va découvrir. Le lecteur va découvrir tous les biais qu'on utilise, parce qu'ils sont très nombreux.
et y compris en termes d'ingénierie sociale et politique, la méthode de la guerre de position d'Antonio Gramsci. Oui. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est inspirée, qui est d'essence marxiste. Gramsci étudie le fascisme en Italie et se pose la question, il ne comprend pas pourquoi l'idéologie communiste n'a pas prise. Oui. Et en y réfléchissant, il comprend que c'est lié à l'hégémonie culturelle qu'il y a en Italie. Voilà. Et à la volonté de l'ouvrier italien d'aspirer justement au rêve bourgeois et peut-être de pouvoir y accéder. Il va justement développer des techniques qui consistent à briser cette hégémonie en créant, justement en instrumentalisant notamment des minorités actives pour pouvoir distiller les idées petit à petit en fragmentant l'hégémonie. Et donc au point de créer une contre-hégémonie. Voilà. Et c'est ce qui se passe dans le livre aussi. En telle sorte que le marxisme appliqué en Union soviétique, par exemple, a échoué, mais le gramscisme a réussi, et particulièrement en France, où, par le biais de l'école, par le biais de la culture, entre guillemets... En réalité, c'est même pas la France, c'est ce que j'écris dans le livre, parce que le modèle de Kapsionel est le modèle néocollectiviste porté par Davos. Ni plus ni moins. Et c'est ce modèle-là qui a réussi. C'est pas le modèle exclusivement français. Macron, c'est un VRP de Davos. Oui. Quand il met en application les cours sur la sexualité à l'école, il ne fait que répéter le volet société et équité des 5 piliers de Davos. Ouais, absolument. Et donc le livre met en avant ce néocollectivisme en expliquant, d'ailleurs, comment il s'est construit. C'est-à-dire sur une forme de trinité dialectique qui reprend ce qui est susceptible de fonctionner dans tous les totalitarismes qui ont pu exister. Voilà. Alors, quand je dis trinité, c'est parce qu'on va retrouver certains aspects du communisme. J'ai évoqué Gramsci en italien. Antonio Gramsci. Gramsci, voilà, c'est ça. Et donc on va retrouver ça, mais on va retrouver aussi quelque part l'abandon de la propriété dans le livre, qui rejoint un peu la notion communiste, sauf que là c'est dans un but de spoliation. C'est pas dans l'intérêt du peuple. On va retrouver par exemple chez le national-socialisme cette philosophie nihiliste qui est presque eugéniste, basée sur un rapport du darwinisme social, d'ailleurs, qui est la compétitivité et l'aspect performatif. Donc là, on va retrouver ça, qui est transformé finalement. C'est un eugénisme 2.0 qui s'appelle transhumanisme. Et on va retrouver aussi quelque part le fascisme italien dans la capacité de ce système à pouvoir se mettre en autarcie et à imprimer un modèle totalitaire autonome. Chose qu'on peut faire actuellement en Europe quand on se retrouve affaibli sur la scène mondiale face justement à l'essor de la multipolarité. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a un parallèle réel et alors le tout, comme je le dis, là c'était en citant du Dugin, mais le tout porté par un porteur de croix acéphale, c'est-à-dire un symbole de religion auquel on aurait coupé la tête. Donc un déisme, un noachisme, appelons-le comme on veut, mais le tout porté par cette absence de spiritualité réelle et profonde. Alors il y a une intrigue, bien sûr, il y a une intrigue. Il y a, je l'ai dit, il y a aussi une dimension de roman d'amour. Et puis il y a à un moment une enquête policière. On est dans un roman policier aussi à un moment. Lorsque justement le dénommé Jude commence à sortir de son rôle de police sanitaire, en quelque sorte, et qu'une enquête est menée par son chef, la Seine. Et là, c'est un roman policier, là. Et on est accroché par les méthodes et le talent, il faut bien le dire, de l'enquêteur.
Alors c'est très inspiré de mon parcours et de ma connaissance des méthodes d'enquête. Oui. Ce qui fait que le lecteur, par la même occasion, peut découvrir un petit peu les méthodes d'enquête qu'on utilise, parce que dans le livre, elles sont assez proches de ce qu'on fait actuellement, sauf que le livre propose un modèle de société dans lequel on a cassé toutes les barrières éthiques. Oui. Ce qui fait qu'actuellement, les seuls freins judiciaires se situent là, quelque part. Oui. Parce qu'après, on peut presque tout faire. Une fois qu'on a les réquisitions, on peut presque tout faire. Là, ils peuvent tout faire. C'est terrible. Ils peuvent tout faire et ils ont pour ça, en plus, un système qui offre tout le renseignement à disposition. Oui. Ils savent tout de tout le monde. Oui. Voilà. Donc à partir de là, à partir du moment où on dévie, même si on pense utiliser parfois des moyens de contournement, si on se fait prendre, c'est trop tard. Je montre dans le livre comment à partir d'une erreur, tout s'enchaîne en cascade. Et les algorithmes sont là justement pour travailler là-dessus. Et effectivement, alors cette partie enquête, elle est vraiment inspirée de mon expérience. Et je pense qu'elle communique au lecteur cette angoisse. Ah oui, total, j'en témoigne. Quand tout se referme autour de soi. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que les personnages ne se rendent compte de rien. Mais j'en témoigne, parce que j'ai infiniment d'estime et d'amitié pour vous. Ce n'est pas la première fois que nous faisons une émission ensemble. Mais je dois dire que la description de la procédure policière est absolument détestable. C'est froid, c'est glacial. C'est glacial, et en même temps, c'est une démonstration rigoureuse, quasi mathématique. Ah oui. En fait, le mot idéal, ce serait implacable. C'est implacable. C'est implacable. Voilà, c'est vraiment. En effet. Et c'est ce qui nous attend demain. Oui, bien sûr. Mais si bien sûr. On ne défend pas plus nos libertés. Alors justement, et la loi naturelle notamment, que vous évoquez. Oui, alors le droit naturel. Effectivement, oui. Dans le livre, j'évoque beaucoup les attaques du droit naturel et la prédominance du droit positif qui est utilisé pour sanctionner ce qu'on a besoin de sanctionner. Et c'est actuellement le cas, d'ailleurs, notamment en matière de liberté d'expression. Voilà. Alors que, par exemple, la propriété, la résistance à l'oppression, ces vieilles libertés fondamentales sont combattues dans votre livre et dans la société contemporaine. Oui. C'est terrible. Nos téléspectateurs, il faut qu'ils lisent ce bouquin. Chers téléspectateurs, c'est fantastique parce que vous allez être hors d'haleine pendant toutes les pages. Il y en a plus de 400. Hein. C'est ce que j'ai voulu, mais j'ai voulu qu'il soit en même temps d'utilité publique. Ah, mais je voulais une œuvre qui puisse se projeter à la fois loin et qui montre en même temps l'imminence du danger. Voilà. L'imminence du danger, il y a les deux. Oui. Mais alors, on voit très peu le monde extérieur de Captionnel. On l'aperçoit tout petit peu. On ne sait pas s'il est meilleur d'ailleurs. Vous ne vous prononcez pas là-dessus. Simplement, il est libre, semble-t-il. Et la jeune femme qui est l'héroïne du livre... C'est le monde d'aujourd'hui, ni plus ni moins. D'ailleurs, elle en décrit certaines manipulations politiques et tout ça. Parfois, elle dit, attention, dans mon monde, ça se passe comme ça et tout. Si vous continuez, on voit que... on est sur le point de devenir comme vous, quelque part. Elle en parle quand elle échange. Il y a des histoires de mafieux dans le monde extérieur qui vaut d'ailleurs la dispute avec son père et sa fuite. Bon. Mais il y a quand même une happy end, pour parler en bon français, puisque son père vient la récupérer en hélicoptère au sein de cette cité, Captionnem, qui est une cité, qui a ses fragilités aussi, qui a ses faiblesses, malgré la toute-puissance qu'elle exprime à travers le numérique, à travers le repérage informatique. On a l'impression qu'elle a quand même des faiblesses, puisque à la fin, l'hélicoptère vient enlever la fille. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ce que vous avez voulu dire? Ou alors c'est pour qu'il y ait une happy end? Non, c'est pas ça. Il n'y a pas de système anti-aérien il n'y a pas eu besoin de ça jusqu'à présent. Et si, par contre, il y a des leviers qui sont utilisés comme la mafia ou autres, c'est pour mettre en avant la problématique du légalisme et de la légalité. C'est-à-dire, peut-on réellement changer un système par la voie légale ou a-t-on affaire à des gouvernants qui, de toute façon, créent des lois qui eux-mêmes ne respectent pas, sont hors système. Donc, étant hors système, pour les affronter à armes égales, il faut être aussi hors système.
Donc derrière, il y a toute cette problématique. Il y a beaucoup de gens qui escomptent sortir des situations qu'on vit actuellement par la voie légale. Petit à petit, ils sont en train de s'apercevoir que tout est vérolé. Toutes les institutions sont contrôlées. On place des personnes qui sont cooptées aux bons endroits et que par conséquent, on a beau être dans son bon droit, ça n'aboutit jamais. Et c'est un peu le principe de cette société, c'est-à-dire qu'elle est tellement verrouillée, tellement protégée qu'on ne peut pas envisager de la faire tomber, on va dire, par la voie légale. À un moment, on est obligé d'utiliser d'autres armes. Mais c'est très grave ce que vous êtes en train de dire, François. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre recours que... Dans le cas présent du livre, à mon sens, après le lecteur se fera son avis, je pense qu'il n'y a pas d'autre recours, puisque on s'aperçoit que derrière, et en fait c'est tout le problème de cette société, c'est-à-dire qu'elle est illusoire. Il y a une illusion de tout. Captionnel est une illusion. Et c'est une illusion de tout, c'est satanique. C'est un principe satanique. Oui. Et là, je parle pas, voilà, pour parler bêtement du diable comme ça. C'est vraiment qu'on est sur le plan ésotérique, dans l'inversion totale, et on est dans l'illusion permanente et l'illusion de démocratie, l'illusion de justice, l'illusion de tout. Et le pouvoir réel... L'illusion de probité, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient tous corrompus. Vous voulez dire qu'il faudrait mettre toute la classe politique en prison, alors, pour corruption. En tout cas, dans le cas présent du livre, c'est clair que si une telle expérience avait lieu, il y aurait des gens à condamner. Ça, c'est une évidence. Oui. C'est une évidence. Mais les expériences sociales, elles ont déjà lieu sur nous, de toute façon, dans notre quotidien, dans la vraie vie. Oui. Alors, une partie des dissidents sont carrément décapités. Bon, très bien, si on peut dire. Mais l'héroïne principale, elle, est conduite en asile psychiatrique. On la bourre, évidemment, de psychotropes. Et là, ça nous fait penser au système soviétique. Là, on a un petit clin d'œil. Mais il en est d'autres sur lesquels on va faire une expérimentation que vous allez nous décrire, mais qui est tout à fait redoutable. On leur ôte certaines parties de leur mémoire, sauf erreur. Oui, on leur injecte des fausses mémoires, en quelque sorte. Expliquez-nous ce que ça signifie. Alors c'est une proposition qui est faite sur un jugement à la fin. C'est, on va dire, la chose la plus, la moins réaliste qu'il puisse y avoir dans le livre. Elle est issue d'articles que j'ai lus sur des projets qui font l'objet actuellement de recherches, notamment sur tout ce qui est interface cerveau-machine, voir si on peut implanter des souvenirs ou modifier la mémoire. Et il était évoqué dans ces projets, justement, de pourquoi pas utiliser ces technologies pour créer des peines de prison qui seraient en fait simplement, et on parlait d'illusion d'ailleurs, comme si la vie était une illusion permanente, c'est presque vertigineux, mais implanter la peine de prison comme un vécu par exemple de 20 ans dans l'esprit de quelqu'un, avec derrière toute la modification, la rééducation que ça a engendré pour le faire ressortir compatible avec la société. Donc là derrière, il y a une projection qui relève vraiment de la science-fiction. Et donc c'est présenté comme une méthode complètement novatrice et expérimentale, qui d'ailleurs a fait des dégâts, mais ça il se garde bien de le préciser. Et effectivement, le but, c'est finalement de lessiver les cerveaux en implantant des faux souvenirs de détention et de réinsertion, de stages de réinsertion, tout ça pendant des durées qui peuvent aller 20 ans, alors que l'expérience ne dure que 10 minutes en réel. Mais dans l'esprit de la personne, c'est comme si elle sortait de 20 ans d'emprisonnement. Et ça, c'est dans le but de désengorger les prisons. Et c'était ce qui était proposé dans l'article que j'avais lu, qui était un article de projection, mais qui se basait sur les recherches actuelles. Et tout ça, en fait, c'est d'ailleurs en lien avec l'évolution transhumaniste des choses. Quand on lit des articles comme ça, ils sont la résultante des travaux qui sont actuellement en cours sur les interfaces cerveau-machine et autres. Donc on n'est pas à l'abri qu'une fois de telles technologies développées, ou du moins si c'est possible un jour,
se soit appliqué dans des politiques comme ça, pour éviter d'avoir des prisons ou autre. Hein, pourquoi pas? En tout cas, c'est une piste qui est offerte au lecteur, hein, et qui, après, il réfléchira dessus en fonction de ce qu'il a lu. Alors, le récit est glaçant, je l'ai dit, il est... Vraiment, on a même du mal à sortir de votre livre pour aller dans la vraie vie, si je puis dire, parce qu'on reste très marqué par l'empreinte du livre. Ça, c'est la réussite de l'auteur, ça. Ça, c'est les bons écrivains, les bons auteurs nous laissent une trace durable. Merci. Bon, et ça, c'est un compliment que je vous fais, mais il est sincère, croyez-moi. Cela étant, comment vous dire, il y a aussi, du point de vue littéraire, une plume. Vous avez une aisance d'écriture qui est belle, qui vient ajouter à l'intérêt du livre. Vous voyez, si encore on peut s'intéresser à la dimension strictement littéraire, parce que le livre est philosophique, bien sûr, mais je reprends vos préambules de... Parce que pour moi, je m'excuse, mais pour moi, c'est indispensable à l'immersion du lecteur. Et aussi, c'est un livre que j'ai voulu cinématographique dans sa représentation. Alors, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous citez, donc, on va citer les films qui vous ont inspiré. Ça peut être aussi frappant, je pense, que certains films, quand on l'a fini, c'est... C'est ça, c'est une marque. Alors, vous citez Dogville. Oui, bien sûr. Bon. Oui, c'est un film que j'adore, justement sur les interactions humaines. Voilà. Blade Runner. Oui. Blade Runner, ça c'est... Oui, et alors là, c'est plus pour la question... c'est pas tant pour le côté cyberpunk, même si la pochette peut le faire, même si la couverture peut faire penser, c'est plus pour une question ontologique, c'est-à-dire le questionnement autour de l'être. Et ça, c'est très important dans Blade Runner. Et là, on dirait un jeu vidéo, là. Oui. Et c'est voulu. Oui, c'est voulu. Et puis il y a Orange Mécanique, bien sûr, la violence. Et Orange Mécanique. Alors j'avais pensé aussi à... C'est un petit peu différent, puis c'est un vieux film, il n'y a pas l'intelligence artificielle. C'est évidemment Soleil Vert aussi. Ah oui, on en a parlé, Soleil Vert. Avec la cité qui est fermée. C'est plus un problème démographique et alimentaire. Et puis alors, évidemment, vous citez René Guénon, Klaus Schwab, Ludwig Feuerbach, l'essence du christianisme, ça, voilà. Nick Bostrom, super intelligence, ça c'est très important. Mais Nick Bostrom, les gens verront dans l'avant-propos, ils comprendront. Voilà. Ils comprendront, surtout sur la théorie des simulations. Voilà. Alors, ceux qui ont vu Matrix, mais pour le petit clin d'œil sur Orange Mécanique, c'est un livre aussi où je fais référence des fois à des musiques. À un moment, il y a le personnage qui rentre sur la musique d'Orange Mécanique dans un bar années 70, qui est plein de codes de références cinématographiques. Et il rentre sur cette musique d'introduction du film, qui est, en fait, ce sont les noces de la reine Marie de Purcell. Et c'est pas pour rien que Kubrick a choisi cette musique, je pense. Parce que Purcell la compose en 1695, je crois, on est dans la Renaissance, la fin de la Renaissance même. C'est terminé. On arrive en fait dans l'ère des modernes. Et quelque part, on fait le deuil d'une royauté. C'est la mort de la reine Marie II d'Angleterre. Et ce deuil, donc, il est exprimé par Kubrick à travers une musique très, très synthétique, qui mélange le passé et le futur. Et derrière cette vision, il y a aussi l'héritage du protestantisme, parce que Marie II était protestante, qui va créer les sociétés, le libéralisme économique, qui va nous conduire à nos sociétés modernes. C'est Smith, c'est la mort de la royauté, c'est la transition vers nos sociétés modernes, d'inspiration protestante et surtout très libérale, qui va donner la société ultra-violente que décrit Kubrick. Donc, rien que dans cette musique, déjà, je trouve qu'il y a toute une symbolique qui est très intéressante et qui apparaît d'ailleurs dans le livre constamment en filigrane, puisque l'aspect métapolitique et religieux est souvent évoqué en termes d'héritage et d'évolution religieuse qui ont conduit à ces grands bouleversements anthropologiques. Pourquoi on rentre dans une telle ère matérialiste ? Parce qu'il y a l'histoire derrière, il y a l'évolution de la religion, le rapport au catholicisme qui change, etc. Et tout ça, c'est décrit dans le livre aussi, par l'intermédiaire du prêtre, d'ailleurs. Alors, je signale quand même que l'avant-propos n'est pas du tout
romancé, c'est un avant-propos non, comme un essai. Analytique. Oui, tout à fait. Il est, sinon, je l'aurais appelé prologue. Voilà. Et il est sociologique, il est analytique, mais c'est un très bon résumé de la problématique actuelle. Simplement, il arrive souvent que les romans disent mieux les choses que les essais. Moi qui me suis limité à un essai avec Les Nouvelles Routes de la Servitude, je dis que votre roman dit mieux les choses. Vous savez que c'est la thèse de René Girard. Ben merci, mais c'est comme ça que je termine mon avant-propos d'ailleurs. J'explique que c'est pour ça que j'ai voulu écrire un roman. Captionnem ne pourrait être qu'un roman, car comment mieux démontrer les périls de l'intelligence artificielle que par la seule menace qui la surpasse, l'homme lui-même. Et René Girard nous disait que les romanciers disent mieux les choses parfois sur l'homme que les essayistes. C'est ce que vous avez réussi à faire. Merci beaucoup. À Captionnem, je me permettrai de vous citer en conclusion, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien, dans le chapitre où les dissidents vont se trouver pris, le piège se referme, Captionnem, grande souveraine, nul n'échappe à son emprise. À ton emprise. Qu'ils soient alliés ou ennemis, tous finiront par se soumettre ou disparaître. Bête à la froideur mécanique, tu incarnes le triomphe du droit aveugle sur la chair. Et le triomphe, j'aime beaucoup, le triomphe du droit aveugle sur la chair. Là où la loi s'efface, là où les frontières se brouillent, tes algorithmes poursuivent ton œuvre inhumaine, parachevant l'ordre et l'asservissement au service de la collectivité. Néo-collectivisme. Oui, tout à fait. Eh bien, c'est une conclusion. Merci. Merci à vous. François Dubois pour Captionnem, une cité, une technologie, un totalitarisme. Et vraiment, nous n'avons pas, chers téléspectateurs, nous n'avons pas du tout épuisé toute la substance du livre. Il est en même temps extrêmement facile à lire, tout en étant extrêmement dense en concept. On pourrait en parler pendant... Oui. Il y a des concepts, il y en a plein. Une Bible du futur. En tout cas, j'espère que notre futur ne sera pas celui-là. Vraiment. Alors ça, je vous suis complètement sur ce vœu. Et nos téléspectateurs n'auront pas de mal à vous suivre non plus sur ce souhait. Merci François Dubois. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique qui ont rarement été aussi confondues. Le tout en mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cette vidéo que je vais intituler « Chronique d'une confiance qui disparaît ». Alors la confiance... dans notre quotidien, ça peut prendre plusieurs formes. La confiance dans la parole et la stratégie des politiques, la confiance dans les scénarios économiques, la confiance dans les options géostratégiques. Bon, on va dire qu'en l'espace de 8 à 10 jours, eh bien, Donald Trump a quasiment tout ruiné. La confiance dans sa parole, bon, elle ne pesait pas lourd, mais on se disait quand même qu'il fallait pas tout prendre au premier degré, qu'il y avait un fil conducteur. On pensait l'avoir identifié avec ces tarifs douaniers. Il parle de leur application depuis bien avant son élection, ça a été redit le 7 novembre, ça a été encore répété après l'investiture du 20 janvier, et ça a été mis en application le 2 avril, provoquant un véritable choc et effroi sur les marchés. Mais on se disait, bon, eh bien là, il déroule sa stratégie. Le problème, c'est que une semaine plus tard et après l'entrée en application des fameux tarifs et le relèvement de ceux infligés à la Chine, moins de 12 heures plus tard, il annonce qu'il y renonce et qu'il
lance un moratoire de 90 jours, donc 3 mois, avant d'appliquer les tarifs, sauf à la Chine. Alors on pourrait se dire, il nous a déjà fait le coup avec les tarifs pour le Canada et le Mexique portés à 25 et puis finalement suspendus le lendemain, sauf que il n'avait pas dit cette fois-là qu'il allait éventuellement suspendre la mesure. Là, la veille même d'annoncer qu'il lance un moratoire, il explique que les tarifs sont faits pour durer et qu'il reçoit des appels du monde entier et que, bien sûr, on comprend qu'il va falloir certainement un petit temps pour négocier avec les uns et les autres. Eh bien non, on n'attend même pas de négocier dès le lendemain, il n'y a plus de tarifs. En revanche, pour la Chine, on comprend que le commerce transpacifique va littéralement s'arrêter net avec des droits de douane montés d'abord à 54, puis à 104, puis à 125%, ce qui évidemment n'a plus aucun sens, parce que même si, effectivement, les États-Unis exportent 4 à 5 fois moins que ce qu'ils importent de la Chine, ce qui vient de la Chine leur est absolument nécessaire et vital. On pense notamment aux terres rares, on pense à certains composants électroniques que les États-Unis ne sauraient pas fabriquer à bas coût. On parle évidemment de tous les métaux industriels qui sont raffinés, qui sont conditionnés en Chine et qui sont indispensables également à l'industrie américaine. Et là, on se dit que une guerre ouverte avec la Chine, ça ne peut que mal se terminer. En ce qui concerne l'Europe, plus de tarifs ou alors 10% de taxes. Grosso modo, c'est l'équivalent du taux d'imposition pratiqué par l'Irlande. Donc la parole de Donald Trump, on commence à en douter sérieusement, et ça c'est très embêtant pour les marchés, pour les chefs d'entreprise, parce que quand on pense avoir compris la logique du président, on voit qu'il fait des contre-pieds en permanence et s'écarte de sa ligne directrice, on ne sait plus où ça peut s'en aller. Et ce qu'on constate, c'est que si les indices boursiers ont bien perdu 15 à 20% et qu'on pensait comprendre que c'était pour forcer la main à la Fed pour qu'elle baisse les taux, il n'a rien obtenu de ce côté-là. S'il comptait également impressionner la Chine, il n'a rien obtenu non plus. En revanche, en faisant rebondir de 12% le Nasdaq, de 10% le S&P le soir du mercredi 9 avril, en revanche, là, il a perdu littéralement la confiance des marchés. Donc, sans cette confiance, on ne peut pas espérer que les indices boursiers remontent très longtemps, car ils ont besoin de visibilité. Et là, on vient de comprendre qu'avec Donald Trump, on n'en avait plus aucune. Voyons maintenant du côté de l'Europe. Qu'est-ce qui se dit en Europe ? Tout d'abord, du côté de l'Allemagne, on a une nouvelle coalition de la carpe et du lapin, c'est-à-dire de la CDS d'Olaf Scholz, qui a été largement battu et qui s'allie finalement à la CDU. Donc on va dire un mouvement un petit peu plus à droite, mais ça ne veut plus rien dire parce qu'on comprend bien que le nouveau chancelier Merz n'est ni à droite ni à gauche, c'est un vrai pantin du WEF et qui décline sur tous les tons toutes les thématiques promues par le WEF, la décarbonation, des mesures à la limite du totalitaire, la soi-disant lutte contre les fake news, puisque Monsieur Merz indique que l'Allemagne va se battre effectivement contre la désinformation, alors que, on le sait tous, la principale désinformation, c'est celle qui émane justement de nos dirigeants, des hautes sphères de l'UE. Et qu'est-ce qu'on n'apprend pas ? Et là, c'est maintenant également confirmé, Ursula von der Leyen aurait soutenu, c'est le terme politiquement correct, certains médias européens à hauteur de 132 millions d'euros d'argent du contribuable. En réalité, on comprend que cet argent a été donné à des médias
pour assurer la propagande pro-UE, aussi bien en Géorgie qu'en Moldavie qu'en Roumanie. 132 millions à côté des 4 détournés par le RN. On change complètement d'échelle, mais surtout, là, c'est vraiment de la propagande, puisque ces médias ont été effectivement payés pour dire ce que l'UE voulait obtenir comme résultats électoraux. Confiance également évanouie côté France, avec cette interview de M. Villeroy de Galhau. Alors, c'est une interview qui a été faite juste avant la remontée fulgurante des indices américains. On était en pleine panade boursière avec des taux qui explosaient au-delà de 4,40 aux États-Unis, au-delà de 3,30 sur les OAT. On se disait que ça pouvait mal tourner. Eh bien, monsieur Villeroy de Galhau a voulu nous rassurer en disant « Vous inquiétez pas, la BCE est là, elle fera tout ce qu'il faut pour empêcher ce qu'on appelle une instabilité des marchés et une instabilité monétaire, quitte à utiliser tous les outils dont elle dispose, et de citer par exemple la loi Sapin 2 qui autorise à bloquer les comptes ou les contrats d'assurance vie, c'est-à-dire que d'un seul coup on peut vous expliquer que vous n'avez plus de possibilité de retrait. Tout ça pour éviter ce qu'on appelle un bank run ou une panique financière. Donc ça veut bien dire que, en haut lieu, on est déjà prêt à affronter une crise qui pourrait bien nous tomber dessus parce que la confiance dans la parole de Donald Trump n'existe plus et qu'en Allemagne, on sait également qu'on va vers le renoncement à une orthodoxie monétaire qui va naturellement déplaire au marché. Eh bien là, si on fait du n'importe quoi, si on recourt à la dette, à la planche à billets, et c'est maintenant l'Allemagne qui donne le là, eh bien si ça tourne mal, vous l'avez compris, la BCE, la Banque de France coopéreront pour éventuellement bloquer les comptes, empêcher les retraits, empêcher de transférer son argent ailleurs, hors zone euro. Et ça, évidemment, c'est un avertissement que je tenais absolument à vous transmettre et qui est franchement inquiétant. Depuis le 2 avril, les marchés financiers battent des records de volatilité. Moins 15% en 3 séances, plus 12 en 3 heures. Nous connaissons bien ce genre de séquences porte de saloon. Elles ne surviennent que dans des marchés baissiers. Alors nous avons concocté à votre attention un rapport spécial concernant le seul actif qui grimpe systématiquement lors des cracks boursiers. Pour l'obtenir gratuitement, cliquez sur le lien en description.